Bienvenue chez Reset Your Mind. Cette semaine, j'ai une nouvelle invitée que j'attendais avec impatience. Elle reflète cette ténacité, cette amélioration constante, cette évolution, cette réinvention, ce côté out of the box que j'apprécie énormément et que je trouve très inspirant. Car il y a des métiers que l'on célèbre, s'il y a des métiers que l'on célèbre, il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui recrutent, qui accompagnent les transformations, qui gèrent les crises, qui tentent de remettre un peu d'humain lorsque tout s'accélère. Le fameux métier des ressources humaines. Un métier souvent caricaturé, rarement mis en lumière, et pourtant, aucune entreprise ne transforme sans eux. Aucune culture ne se construit non plus sans eux. Aucun leadership durable ne se développe sans eux non plus. Et mon invitée du jour n'a pas seulement créé une entreprise, elle a créé carrément un mouvement qui réunit une profession entière autour d'un festival devenu en quelques années l'un des événements les plus marquants de l'écosystème RH. Parce qu'elle a compris une chose essentielle, lorsque l'on met de la lumière sur celles et ceux qui prennent soin des autres, très étrangement, on transforme bien plus qu'un métier, on transforme notre façon de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maude Grenier, fondatrice du Temple RH, et avec elle, nous allons parler bien évidemment un peu du Temple RH, mais aussi et surtout d'entrepreneuriat, de vision, de courage, et cette drôle d'idée qui consiste à créer quelque chose de grand pour des personnes qui ont longtemps eu l'habitude de rester dans l'ombre. Bonjour Maude, sois la bienvenue. Merci Stéphanie pour l'invitation, c'est très joli ce que tu viens de partager en introduction. Eh bien écoute, j'espère que ça résonne en toi parce que c'est vraiment ce que m'inspire notre échange et notre préparation à cet épisode. Donc je suis ravie si ça t'a plu. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur Maude ? C'est toujours compliqué de parler de soi, mais moi je peux dire quelque chose qui est propre à moi et j'imagine à beaucoup de personnes. Je suis très fière de venir de la campagne. C'est quelque chose, j'ai eu beaucoup honte quand j'étais jeune de dire que je venais mais vraiment d'un village de 500 habitants, vraiment dans le fin fond de la Charente. Voilà, donc entourée de vignes, notamment autour du Cognac. J'en ai eu très honte, mais c'est vrai que voilà, maintenant j'ai 38 ans, j'ai grandi, j'ai évolué, et maintenant j'en suis très fière puisque finalement, beh, voilà, quand je voyais ma grand-mère, travailler dans les champs, voilà, prendre ses patates, et moi sur la balançoire, beh, finalement ça m'a montré aussi l'effort du travail. Donc j'ai des valeurs du travail qui sont très fortes, d'humilité, de voilà, et finalement ça m'a construit. Par contre, j'ai des carences, j'ai eu énormément de carences, notamment autour de mon éducation financière, autour des possibilités que j'aurais pu avoir si, par exemple, j'avais grandi et élevé dans un écosystème qui était peut-être plus entrepreneurial, plus, entre guillemets, «classe supérieure». Mais finalement, j'en suis très fière puisqu'en 2 générations, bah, voilà, bah, on est passé dans ma famille d'agriculteurs, agricultrices à aujourd'hui, bah, voilà, moi qui entreprends. Mon père aussi a une belle carrière professionnelle et donc je suis assez fière de ça. Et t'as bien raison. J'aime bien cet aspect racine, histoire, terroir historique, ce côté aussi tout est possible derrière. C'est plus long, mais tout est possible, voilà. C'est plus long, c'est différent, mais c'est aussi peut-être empreindre un peu plus de liberté, ce côté out of the box que j'évoquais tout à Mmh. l'heure en intro. Ouais, mais tu vois, c'est quand même une réalité que, ton écosystème, familial te donne des possibilités ou pas, d'évoluer plus vite. Et ça, c'est une réalité, tu vois? Est-ce que je crois à la méritocratie? Pas forcément. Pourquoi? Parce que je pense que, là où tu grandis, là, voilà, ton écosystème, familial, éducatif, quand même te positionne sur, tel ou tel chemin et donc, te donne des opportunités, des facilités, un état d'esprit qui est complètement, différent, tu vois, d'une personne qui grandit en campagne, d'une personne qui grandit dans un écosystème parisien, voilà, Mmh. c'est 2 mondes différents, 2 opportunités différentes et donc c'est sûr que très jeune, notre destin est déjà en fait, «préprogrammé» entre guillemets dans une, voie particulière et c'est adulte, jeune adulte où tu dois vraiment faire des efforts pour te détacher de ce chemin qui a été, bâti. Donc c'est quand même, je trouve, un point assez important, ouais. Oui, oui, et c'est intéressant que tu rentres directement dans ce sujet-là parce que c'est une des questions que j'allais te poser, en quel point justement notre passé, notre passif et nos racines en même temps qui font notre force sont déterminants dans ce qu'on souhaite entreprendre dans l'entrepreneuriat. Comment déprogrammer Mmh. justement pour ouvrir les portes au-delà de ce qu'on imaginait Mmh. possible.
pense que c'est dur. C'est dur parce que, moi je vois mais il y a aucune critique et c'est voilà, c'est vraiment une prise de recul que j'ai en tout cas sur, la condition en fait de cette voie qui est de fais des études, trouve un travail, achète ta maison et des enfants, voilà et moi j'ai des anciennes collègues, ex-amies aujourd'hui, et qui ont suivi ce chemin-là et qui n'ont pas eu potentiellement aussi, une possibilité d'ouverture d'esprit sur, bah, est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Est-ce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre? Est-ce que si j'avais eu, la possibilité, au niveau de mon écosystème de faire autre chose, je l'aurais fait? Je pense que oui, en fait. Et c'est ça qui est hyper dur, c'est que si toi, au fond de toi, tu n'as pas une certaine, un feu, ou j'appelle ça comme ça, moi, c'est un feu intérieur que moi j'ai, par exemple, j'ai un feu intérieur et que d'autres aussi peuvent avoir. De me dire: «Je ne suis pas d'accord avec, ce qu'on est en train de me proposer, ça ne me va pas, je suis pas en accord». Et donc moi, très jeune, j'ai dû rentrer en conflit avec mes parents et c'est très dur de rentrer en conflit avec ses parents parce qu'on veut être, bah, le bon fils, la bonne fille, on veut que nos parents soient fiers de nous, on veut être dans un écosystème hyper positif. Et ça, c'est je trouve que c'est hyper dur et moi, ce qui m'a sauvée finalement, c'est, d'être LGBT, donc d'être lesbienne parce qu'en fait, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais été hétérosexuelle, peut-être que j'aurais suivi ce chemin, on va dire que, mon destin entre guillemets, préprogrammé par, l'écosystème, par, voilà. Peut-être que j'aurais eu cette vie que ma mais mon ex, ami, et peut-être j'en aurais été très heureuse aussi, tu vois? Et c'est toujours important aussi de remettre ça, mais c'est toujours se dire quelle est cette possibilité. D'avoir été voilà, d'avoir découvert que très jeune, à 14 ans, j'aimais les femmes, mais ça m'a obligée, en fait, d'aller à contre-courant, d'être ce mouton noir et de, tu vois, un peu, me dire: «Bah non, en fait, moi, je sens quelque chose de différent en moi et ce qu'on me propose ne me va pas». Mais par exemple, tu vois, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez, créatif, d'assez, manuel et c'est vrai que jeune, si j'avais été dans une école qui m'avait permis de travailler l'aspect manuel de ma personnalité au lieu de me mettre dans un écosystème très école, très, classico-classique, bah, peut-être, je sais pas moi, j'aurais été, dessinatrice de BD, enfin, j'en sais rien, tu vois? Et ça, je trouve que c'est qu'on perd beaucoup de temps parfois à se mettre dans ce chemin et j'espère et plus tard qu'on sera meilleur, en tout cas dans l'éducation qu'on apporte à cette jeunesse, parce qu'il n'y a pas que des métiers intellectuels, les métiers manuels sont aussi très importants. Complètement, et laisser part à cette créativité que tu évoques fait aussi partie de nous et de nos besoins, en fait. Quand il y a quelque chose qui a besoin de sortir, de s'exprimer, c'est aussi vital et nécessaire Ouais. à cet équilibre que l'on voit beaucoup se perdre en ce moment à travers, des burn-out, des crises de sens et autres. Si je reviens à la partie, entrepreneuriat, il y a souvent un moment, tu sais, où, on se rend compte qu'on peut pas continuer comme avant. C'est pas possible, qu'il y a quelque chose qui est trop dissonant en nous. Est-ce que toi, tu as un moment comme ça qui a été, assez, révélateur, et l'élément déclencheur ou ce fameux point de non-retour? Tu Ouais. vois, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment la création de projet. Tu vois? Donc tu as ce côté où tu crées quelque chose et moi, très jeune, j'avais, tu vois, je me souviens avec mon père qui a évolué dans sa carrière et j'en suis très fière. Tu vois, il était technicien, puis après il est devenu ingénieur. Il a fait une VAE et cetera et puis il est allé jusqu'au bout et il a repris ses études, on était jeunes. Mais je me souviens qu'on faisait, tu vois, ma grand-mère m'avait acheté un livre, ouais, pour faire des activités manuelles et je sais, bah, tous les samedis, on allait à Bricomarché, choisissais mon activité et puis j'avais créé plein d'activités. J'avais créé, tu vois, j'avais un pour entrer dans ma chambre, j'avais un tapis et donc dès que tout tapis, j'avais créé un mécanisme que quand on venait, donc ça faisait un bruit comme ça, je pouvais savoir que quelqu'un venait, tu vois, ce genre de choses. Et donc très tôt, je savais que j'avais la création que j'aimais créer, tu vois. C'est quelque chose voilà, la création, tu peux créer plein de choses. Tu peux créer, donc là, tu vois, c'était une petite création technique, mais ça peut être aussi la création du dessin, ça peut être les jeux vidéo, tu vois, moi j'adorais, moi je suis une grande fanatique de jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo,
c'est vraiment une passion et c'est vrai que donc ça, je savais que j'avais ça. Après voilà, la vie fait que, bah, tu suis ton chemin, ce chemin qui est donc, école, études et cetera et après donc c'était à Londres. À Londres, quand je suis arrivée donc en 2022, donc j'avais, tu vois, 22 ans, 22-23 ans. Je me suis dit: «Mais c'est quoi cette vie là?» Il y avait des punks, ça bougeait dans tous les sens. Tu vois, moi qui viens de la campagne, je me suis dit et encore j'étais jamais allée à Paris. Londres a été vraiment ma première capitale, et je vois, tu vois, toute cette émulsion et c'est comme ça que je suis rentrée, dans le monde un peu entrepreneuriat, où je me suis fait licencier d'un job. Donc je faisais du placement, j'accompagnais des étudiants français à trouver un stage, à l'étranger. Je me suis fait licencier et je me suis dit: «Mais en fait, mais moi je sais le faire. Bon, si je peux le faire pour, le compte d'un employeur, bah, je peux aussi le faire pour moi, en fait» et c'est comme ça où, c'est le premier risque, on va dire, que j'ai pris au niveau entrepreneuriat, parce que j'avais un gros loyer, hein, tu sais, à Londres, ça Ouais, coûte ça cher. rigole pas. Voilà, c'était un salaire, tu vois? Donc heureusement que j'avais ma femme, qui était là et puis c'est là où je me suis dit: «Bon vas-y, je vais créer un job board qui va mettre en relation les étudiants français avec des entreprises ici à Londres» et c'est la première fois donc que j'ai créé pour le compte d'un business où j'ai dû apprendre ce que c'était un business. Donc après j'ai grandi dans l'environnement entrepreneurial à Londres, donc j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui avaient la même envie, la même motivation et je me dis: «Oh waouh, un nouveau monde, s'ouvre à moi». Le premier jour, j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait: «Waouh, mais en fait, je ne suis pas bloquée à 1 500 €, à 2 000 € toute ma vie». Et donc ça m'a ouvert tellement de possibilités, ça m'a vraiment ouvert à un nouveau monde et c'est vraiment comme ça que j'ai vécu. On va revenir un peu sur ton parcours entrepreneurial si tu veux bien, parce que on fantasme beaucoup aussi autour de l'entrepreneuriat, cette liberté. Qu'est-ce qui a été, pour toi à travers ton parcours, plus difficile peut-être que ce que tu imaginais ou au contraire plus facile que ce que tu supposais? L'entrepreneuriat, c'est hyper dur et moi je le dis tout le temps, c'est hyper dur. Bah, déjà, tu as, vivre dans une société capitaliste et donc c'est-à-dire, bah, tu dois te loger, donc tu dois, payer tes factures, et donc tu as quand même un enjeu financier pour vivre et vivre correctement et ça pour moi c'était important. Je me suis jamais dit que j'allais, m'appauvrir pour faire de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était pas une solution. Il fallait toujours que je puisse bien payer mes factures et bien vivre et donc ça a toujours été une discussion notamment avec, ma compagne, ma femme, de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on prend des économies?» Voilà, donc c'est hyper dur parce que déjà tu vois un peu cette épée de Damoclès comme moi, si tu pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, et ben, tu vois, là, c'est le concret de la vie du quotidien. Attrape qui est bien là. Voilà, moi, je suis toujours, tu vois, assez, impressionnée par les femmes, principalement, qui ont des enfants et qui se lancent en entrepreneuriat. Je me dis: «Mais waouh!» Moi, déjà, je trouve ça hyper difficile de vivre avec cette épée Damoclès et donc de tous les mois de te dire: «Faut que je fasse du chiffre d'affaires», tout repose sur moi. Ça, pour moi, c'était le plus difficile. Bon, après, il faut s'émanciper de ce côté-là et de l'argent, c'est aussi et toi, tu le sais en tant que coach, j'imagine que tu fais ça aussi avec tes coachés, de t'émanciper aussi dans ta condition quand tu grandis. Voilà, avec aussi, bah, voilà, nous, on n'a jamais manqué de rien, mais voilà, moi, j'ai jamais eu de console, j'ai jamais eu de voiture, mes parents n'ont jamais payé, la bicyclette, enfin voilà et c'est OK et j'ai très bien vécu ma vie, mon enfance. Voilà, mais c'est sûr que dès que j'ai eu mon premier salaire, je me suis payé la PlayStation et j'étais hyper heureuse et donc ça, c'était très fort pour moi. Au niveau de ce qui est difficile aussi, c'est, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un métier. C'est-à-dire que Mmh. tu as des compétences à avoir. Tu as déjà la compétence financière, donc voilà, gérer ton argent, faire la comptabilité, les factures, gérer aussi, les décalages de TVA, tout ça. Tu as le marketing, voilà, moi je viens des RH, donc j'avais aucune notion du marketing et donc voilà, du marketing, de la vente, de la psychologie humaine. Donc tu as plein de nouvelles compétences sur lesquelles, bah, tu dois rapidement monter en compétence sur les aspects techniques de site internet. Tu vois, moi, je montais un job board, donc et c'était en 2022, donc il y avait pas il y avait pas le no code. C'était encore, fallait que je prenne un développeur qui me monte une plateforme en back-end. Enfin, tu vois, mon site internet m'avait coûté, pour te dire, 35 000 euros. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que pour 5 000 euros, tu peux avoir un super site internet et avoir déjà un outil qui fonctionne. Donc, tu vois, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est dur, mais ma motivation, c'était toujours la création. Tu vois, c'était
Si les autres peuvent le faire, bah, moi aussi je peux le faire. Et puis ce premier projet entrepreneurial, ce job board avait bien fonctionné. En 2 ans, j'avais fait 200 000 euros. Ça m'avait vraiment décoincée au niveau, tu vois, de mon état d'esprit et ça m'a ouvert un autre monde hyper positif où je me suis dit: «Bah, on peut créer sans être artisan, on peut faire autre chose». Ouais, ce mot «créer» il revient souvent, hein. C'est vraiment ton feu sacré, ce qui t'alimente. C'est d'ailleurs peut-être ce qui t'a amené à créer le Temple RH, si tu veux Tout nous à en fait, parler un petit peu? tout à fait, le temple RH. Ça c'est juste dingue. Moi, j'ai vu l'évolution. Oui. J'ai vu les premières éditions, même si voilà, de loin, j'ai fait: «Waouh, super idée!» L'année d'après, j'ai vu quelque chose d'encore plus grand. Je fais: «Mais trop cool!» Et puis là, vous allez être bientôt à la troisième édition, c'est ça? La troisième édition, voilà, c'est ça et c'est ce côté création qui est très fort. Donc tu vois, le job board, c'était une création. C'est je crée un job board, j'avais dû mettre les boutons, les machins, imaginer en tout cas le site internet et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la création. Après, tu vois, donc mon expérience dans mon job board, j'avais une envie comme beaucoup de gens qui viennent, c'est pas péjoratif que je dis, c'est voilà, c'est des carcans. J'avais envie de devenir propriétaire. C'était quelque chose de très important pour moi et donc j'ai repris un CDI pour avoir cette stabilité aussi financière et de pouvoir aussi construire un patrimoine qui était à ce moment-là, tu vois, j'avais une trentaine d'années. J'avais envie, voilà, d'être propriétaire et tu vois, je voyais aussi des copines à moi qui étaient déjà propriétaires à 25 ans, qui avaient déjà une belle carrière et moi, c'est vrai qu'avec mon côté entrepreneuriat, j'avais entre guillemets pas perdu du temps parce que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Mais je me suis dit: «OK, bah, il faut aussi que je puisse asseoir ma réalité future, bien vivre aussi ma retraite et donc d'être propriétaire pour me créer un capital que peut-être dans 20 ans je pourrais réutiliser pour ça. Donc c'était hyper important pour moi. Donc on a investi notamment à Lisbonne puisque ma femme était portugaise et on a investi aussi à Bordeaux. Tu vois, donc là, c'est là où j'ai repris ma carrière de RH. Je suis passée recruteuse, responsable recrutement, DRH. Ça m'a permis aussi d'acquérir énormément d'expérience. Notamment, je suis allée à Paris, il y avait cette émulsion au niveau des startups. Donc, j'étais encore, tu vois, dans ce côté entrepreneurial. J'ai travaillé pour des CEO qui montaient des gros projets dans la tech et dans la deep tech, et c'était assez fou. Mais j'avais, tu vois, même si j'avais ce feu, j'ai jamais été ambitieuse. Tu vois, t'as des CEO qui te parlent, qui te disent, ouais, moi, je veux créer la nouvelle machin, et puis ils sont emportés par leur projet. Moi, j'ai jamais ressenti cette ambition-là. Et c'était pas forcément ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était vraiment la stabilité et puis de me construire au niveau de ma carrière et aussi des aspects financiers. Et puis, il y a eu le Covid, comme beaucoup de personnes. Et là, c'est là où j'ai remis en cause, comme beaucoup de gens, en 2021, eh ben, ce que j'avais envie de faire dans les 10 prochaines années. Tu vois, donc je me Mmh. suis posée avec moi-même. Je me suis dit: «Mais Maud, waouh, tu as une belle carrière RH, trop bien, tu es propriétaire, tu as réalisé franchement tous tes rêves de jeune fille, Tout va bien. voilà, Mmh. tout va bien, tu es aimée avec ta femme, tu as trouvé l'amour, tu es stable. Waouh, sois hyper fière de toi, mais c'est quoi tes 10, 15, 20 prochaines années? Qu'est-ce que tu vas faire?» Et je savais pas trop. Tu vois, j'avais fait un ikigai que je recommande à beaucoup d'entrepreneurs, voilà, de le faire. Voilà, ça m'a aidé à mettre des mots et puis, je me suis dit: «Bon, bah, allez, en 2021, dans le recrutement, ça se faisait beaucoup de se mettre en freelance et de travailler pour le compte, d'entreprises et je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je me mets consultante» et je pense que beaucoup d'entrepreneurs commencent comme ça. On vend son temps, on vend ses compétences et c'est ça qui est chouette. J'ai fait ça 2 ans et c'était hyper bien. Et ben j'étais libre de mon temps, j'étais libre, voilà, de mon donc il y a d'autres enjeux après, tu es libre de ton temps, mais tu as pas tes collègues, tu as pas de vie sociale, voilà, donc tu as aussi les revers, Ouais, tu vois, complètement. de l'entrepreneuriat et puis c'est là où j'ai parlé avec mes pairs, mes copines RH, j'avais plus de temps pour faire des événements, j'étais plus concentrée sur l'autre et puis lors d'un coworking avec, bah, mon futur associé Thomas que j'avais rencontré et c'est comment tout s'emboîte et c'était Steve Jobs qui disait ça et je trouvais ça très fort. Il avait fait ce discours à Stanford: «On aime, on n'aime pas, mais tu fais des actions et puis un jour tu verras, tu prendras du recul et all the dots will connect», tu vois? Ouais. Je sais pas si tu te souviens de Je ce vois discours? auquel, discours tu fais référence et il y a comme tu dis qu'on n'aime pas Steve Jobs, c'est assez vrai en fait. Parfois on prend des décisions, on met des actions en place. C'est pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui Ah, pousse à l'intérieur et on se dit: «OK, bah, pour une fois je vais m'écouter» et c'est quelque temps plus tard que soit les planètes s'alignent, soit
les pièces du puzzle s'emboîtent, prenons l'expression que l'on préfère, mais que ça prend sens. Et Ouais. c'est là où finalement, donc tu vois, pour te dire, donc Thomas, mon associé, lui, donc c'est un ex-ingénieur qui faisait de la création de contenu pour accompagner les jeunes à mieux booster leur carrière sur TikTok. Et moi, j'avais dit, mon projet de job board, je voulais le redonner, tu vois, parce qu'il vivotait, etc. Et Thomas, j'avais fait un post qui avait extrêmement bien marché sur LinkedIn, et Thomas me contacte en me disant, bah, écoute, moi, ton projet, ça m'intéresse, j'accompagne les jeunes à trouver une carrière, parlons. Et puis, ça a hyper bien matché. J'invite deux, trois copines RH et Thomas à coworking. Et là, je sais pas, je lance, bah, franchement, ce serait ouf de faire un événement RH en mode festival, et ils me disent: «Bah, let's go, on y va, machin». Et puis c'est comme ça s'est lancé avec le collectif, avec un groupe de personnes, et puis progressivement avec Thomas, on s'est dit: «Beh, voilà, on a envie de former», parce que Thomas aussi a fait pas mal de formations dans son parcours, et c'est comme ça que le Temple RH est né, comme un écosystème finalement pour les professionnels des RH, où tu vas avoir, 2 angles. Un angle formation, et on est hyper content, on vient d'avoir notre première certification CPF au bout d'un an et demi. Ça, pour nous, c'était une sacrée victoire. Et de deux, d'en faire un média aussi autour d'événements, de contenus, de podcasts, pour en fait transformer le monde du travail par les RH. Si on a des RH qui deviennent des architectes, donc qui sont plus responsables, qui sont plus formées, qui plus inclusives, plus innovantes, eh ben on aura un monde du travail qui s'en portera bien mieux, puisqu'elles sont les chefs d'orchestre entre notamment les enjeux de l'entreprise et aussi les requêtes des salariés. Et donc c'est comme ça que le Temple RH est né. Voilà. Chouette. Mais c'est drôle comme ce petit côté «et si on faisait ça?» peut parfois amener à des choses absolument géniales. Parce que Templairage, ça ressemble donc la prochaine édition, c'est quand? La prochaine édition, c'est le 1er et 2 octobre 2026. D'accord, et vous avez prévu de rassembler combien de personnes? On a prévu de rassembler entre 400 et 600 personnes. C'est juste dingue! C'est juste dingue, ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Et c'est de te dire, c'est ça, c'est de te dire, par contre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de, tu vois, moi, en 4 ans, et ça, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus, j'ai beaucoup, sacrifié mon cercle, amical, mon cercle familial. J'étais un peu obsédée par le Oui. travail, et je suis encore obsédée trop par le travail. Parce qu'en fait, comme tout allait bien, entre guillemets, j'ai ma stabilité, voilà. Mais et donc là, c'est bien parce que mes meilleurs amis me disent: «Mais attends, Maud, là, tu es en France, tu es pas venue me voir», et donc tu vois, les amis m'ont aussi pris pas mal la tête là-dessus, et c'est normal, et même moi, j'en ai besoin, et donc de trouver cet équilibre entre être obsédé par ce projet, t'endors pas la nuit, tu as des idées qui viennent, et aussi trouver cette balance entre un écosystème qui te permet de garder les pieds sur terre, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur, ouais. Ce côté être entouré, s'entourer pour pas effectivement, trop, se laisser, dévorer ou happer. Alors là, pour toi, c'est, entreprendre, avec, un feu sacré et une passion derrière, enfin, cette passion de ce projet, de cette connexion, de cet espace de connexion que tu crées. Mais parfois aussi, ça peut être dans l'autre sens, où on se laisse complètement dévorer par, parce que, bah, le contexte économique varie, que les résultats sont pas forcément au rendez-vous, ce genre de choses. Ça peut être dans les 2 sens, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de n'oublions pas, en tant qu'entrepreneur, d'être entouré et d'écouter aussi, C'est ça. au-delà des associés immédiats, ou des, collaborateurs et collaboratrices avec lesquels on travaille sur ces projets. Et surtout, c'est de se dire: «C'est un marathon», et ça, c'est hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'instantané, on voit des entrepreneurs sur Instagram, et c'est très bien pour eux, qui ont réussi de faire, 0 à 1 000 000 de chiffre d'affaires en un an. Mais ça, c'est peut-être 1 2 de la population de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un travail de longue haleine, et tu vas avoir des stars comme ça qui vont popper et qui vont réussir, et ce sont aussi des modèles, mais Oui, voilà, mais ce ouais. qu'on voit pas forcément, c'est que c'est leur troisième, quatrième ou cinquième tentative aussi. C'est peut-être pas leur premier coup d'essai, et si c'est Voilà. leur premier coup d'essai, tant mieux, c'est génial. Il y a aussi je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'on montre qu'une partie du côté immergé de l'iceberg, alors que souvent l'entrepreneuriat, tu as évoqué le marathon, c'est tout un processus aussi Oui, qui c'est s'amène. ça, c'est ça, c'est tout un processus. Et puis tu parlais d'amélioration continue, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est toujours te dire, c'est la théorie un peu du growth mindset. C'est en fait, tout ce qui arrive, arrive
par les actions que tu mènes. Et donc, par exemple, si ton tunnel de vente ou tu n'arrives pas à vendre, ça ne marche pas, ben, c'est pas se dire bon bah c'est la faute de l'économie, c'est la faute de la guerre en Iran ou c'est la guerre en Russie. Non, en fait, non, c'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer potentiellement tel point, peut-être telle promesse de valeur, peut-être tel canal qui ne va pas. Et donc c'est toujours ça, se remettre en question pour arriver à aller au bout des choses. Il y a une vraie remise en question ou réinvention d'accepter d'être un débutant systématiquement, de pas avoir la réponse. C'est C'est ça. quelque chose qui doit se travailler, ça doit être un réflexe de fonctionnement quand tu te lances. Et ça, c'est hyper important. Et puis, faut savoir aussi arrêter, pas arrêter trop tôt, parce que souvent on se dit bon bah ça marche pas, j'arrête. Non, ça marche pas. C'est qu'est-ce que je peux faire? Scénario 1, ok. Scénario 2, ok. Scénario 3, ok. Scénario 4, tu vois. Et puis si j'ai tout tenté, mais j'ai tenté tout ce que j'ai pu tenter, j'ai réalisé tout ce que j'ai pu réaliser et que ça ne marche pas, alors c'est de se dire bah oui, est-ce que là c'est le marché qui est pas encore mature? Est-ce que Est-ce que c'est c'est le momentum? voilà, c'est ça. Si tu as tout tenté, mais voilà, il faut, tu vois, j'ai toujours cette image où je dis beaucoup à mon associé Thomas, c'est ce pionnier, toi, c'est comme ça, qui gratte la mine et puis qui a le diamant et qui arrête, tu vois. Je sais pas si tu vois cette image-là, alors qu'il est genre à 1 mètre du diamant, mais il décide d'abandonner après d'avoir construit toute sa cave. Et c'est ça, en fait. Il faut continuer à polir, à polir, à polir, à polir, à polir. Et puis un jour, tu vois, ça viendra. Et moi, j'ai des exemples autour de moi d'entrepreneurs RH, et ben ils ont pété au bout de 10 ans. Ça peut arriver. Ça marche au bout de 10 ans et c'est OK et ça marche hyper bien aujourd'hui. Faut pas non plus abandonner trop tôt et faire preuve voilà de résilience et de persistance aussi, de croyance dans son projet. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté résilient et d'avance, de continuer à agir, de continuer à agir sur ce sur quoi on a de la prise. Parce que très souvent, c'est bah oui, bah l'économie, ah bah oui, mais machin, ah bah oui, mais il y a les élections. Oui, mais on peut quand même faire des choses entre-temps. Quel a été ton plus grand, apprentissage justement, sur ces entreprises que tu as menées, en construisant le Temple RH? Qu'est-ce que ça Ouais, t'a appris, mais surtout sur toi-même, en fait? c'est ça et puis juste, dans dernière chose que j'ai envie de partager, c'est, le chiffre d'affaires, tu vois? Ah, Souvent, c'est se dire, faut accepter de grandir, de faire grandir son chiffre d'affaires, tu vois? Et se dire: «Oh là là, je fais pas encore le million de chiffre d'affaires, je suis nulle, j'arrive à rien» et cetera. Bah, ça prend du temps, en fait. Il faut accepter ça et peut-être que ton objectif, c'est pas de faire le million de chiffre d'affaires, mais si déjà à 350 000 €, 200 000 €, tu es heureux, tu es content dans ta vie. Ça dépend vraiment des objectifs que tu te mets et ça, je pense que c'est hyper important de aussi dédramatiser le chiffre d'affaires parce que, tu vas être un entrepreneur, qui réussit, qui est fier de toi, qui, enrichit sa communauté, qui a des actions, vraiment, au niveau local. Ce sont des choses qui sont hyper importantes et souvent le chiffre d'affaires reste cette seule métrique de succès oui. et moi je trouve pas. La métrique de succès, bien sûr que le chiffre d'affaires montre en tout cas une réussite, saine, de ton business, de ton activité. Ça te permet d'investir, ça te permet, voilà, de faire des choses, mais aussi c'est aussi qu'est-ce que tu fais toi au niveau, local? Quel est l'impact que tu as dans ta commune, dans ta ville, dans ta région, dans ta communauté? Et je trouve que la réussite, c'est aussi ça, c'est aussi la visibilité que tu peux avoir et l'impact que tu peux avoir auprès de tes pairs. Mmh. Ça, je trouve que c'est sous-estimé aujourd'hui et beaucoup, beaucoup, on parle de chiffre d'affaires, d'argent, comme si c'était La le seule gras, métrique de réussite et du succès. la seule métrique, voilà. Et c'est drôle parce que là, tu parles de chiffre d'affaires puisque tu es dans ce milieu d'entrepreneuriat. Moi, pendant très longtemps, j'ai plutôt évolué dans le web, dans les startups, les Ouais, startups, et cetera. Le critère de succès à l'époque, c'était le chiffre de tes levées de fonds. oui, tout à C'était fait, le ouais, montant de tes levées de fonds. Plus tu avais une grosse levée de fonds et plus c'était le succès, à c'est la ça, clé. Sauf qu'une levée de fonds, bah, c'est de l'investissement, c'est même pas encore du CA c'est ça. et c'est même pas encore, une rentabilité, une marge, une pérennité de l'entreprise. Donc les chiffres, c'est bien, j'adore ça, mais dans une certaine mesure. Là, tu vois, nous, on a levé des fonds avec la communauté du Temple RH, mais on est hyper, conscients. Nous, cet argent, on se dit pas: «On va le cramer».
Tu vois, c'est waouh, on a la confiance de notre communauté. On a presque levé 100 000 euros, tu vois, qui pour nous quand même bien. Nous, on a une responsabilité de cet argent-là. Et pour nous, c'est hyper important. Ça nous aide dans notre développement, ça nous permet d'investir dans un site internet, dans les certifications CPF. Ça permet aussi d'ancrer un projet dans le collectif. Mais voilà, on le prend pas pour acquis, tu vois. Et ça, je pense que ça, je trouve que l'argent parfois des investisseurs, bah, c'est pas notre argent. Alors vas-y, je vais, voilà, c'est ça, exactement. Je le crame. Au niveau des apprentissages, je pense que pour moi, l'apprentissage est vraiment pour pas être bateau. Il y a vraiment deux grands apprentissages. C'est dur, hein, ce que je veux dire. C'est méfie-toi des gens. C'est-à-dire que moi, j'ai un caractère très optimiste. Je fais confiance très facilement. Je suis pas très regardante. Tu vois, notamment ma première association, c'était mal passé parce que bon, moi, j'ai une relation à l'argent qui est assez flexible, assez finalement, je trouve assez saine. Et avec Thomas, on se regroupe bien là-dessus, mais c'est quelque chose, tu vois, que j'avais pas mis en avant. Dans ma première association, tout était hyper contrôlé au niveau finance. Si je devais manger au restaurant, je pouvais pas. Enfin, c'était hyper compliqué. Les deals qu'on pouvait faire pouvaient être révoqués, donc c'est-à-dire le pourcentage que je pouvais me réattribuer pouvait disparaître voilà, du jour au lendemain. Ouais. Et donc cette question, tu vois, donc c'est toujours se dire, maintenant aujourd'hui, je fais très attention. Je me dis, voilà, très attention aux personnes avec qui je côtoie. Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi? Je raconte pas tout à tout le monde. Voilà, je tiens ma langue sur les projets que je peux avoir, et m'entourer vraiment de gens de confiance, des gens que j'aime, des gens j'apprécie, des gens que j'estime, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de requins quand même autour de soi dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, voilà, c'est de se dire, ne donne pas tout à tout le monde, garde une part de mystère. Un peu, j'aime bien la théorie à la Mylène Farmer, voilà, voilà, sois un peu un sac Chanel, fais-toi un peu désirer aussi des gens que tu côtoies. Le deuxième, c'est vraiment pour moi, l'apprentissage, c'est-à-dire, bah, se former Mmh. surtout là avec l'avènement de l'IA et cetera. Ça va plus vite, on peut voilà, c'est assez impressionnant tout ce que l'on peut faire, et donc garder toujours cette part de curiosité, ne pas oublier de prendre du temps, quelques heures, voilà, pour se former par semaine. C'est Capital. super, voilà, dans des mais toi, tu sais, en tant que coach, j'imagine, tu as plein de nouvelles, façon de faire des choses. Donc c'est toujours voilà, garder cette curiosité de l'entrepreneur, voilà, de se former, tester des nouvelles choses, ce qui permet aussi de s'ouvrir à potentiellement à de nouvelles opportunités aussi. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression d'être en formation continue depuis que je me suis lancée, en fait. Parce que soit ça va être des formations, sur mon cœur de métier pur, C'est tu ça, vois? ouais, Les neurosciences, des nouvelles techniques de coaching, des histoire d'être toujours, le plus up to date, si je puis dire. Ou alors, bah, c'est des formations sur le marketing, sur la vente, sur, sur la finance, enfin, toutes les compétences que tu évoquais en intro, mais qui me manquent sous l'angle, entreprise. Mon passé fait que j'ai touché à plein de ces domaines-là, mais sous un prisme tellement différent que celui dont j'ai besoin aujourd'hui, que bah, ouais, moi j'ai vraiment cette impression d'être en formation continue, et c'est capital d'y accorder du temps. C'est aussi du travail, en fait. C'est aussi travailler sur son business, je trouve, de ouais. prendre ce temps et d'investir cet argent et ce temps. Et le premier point que tu évoques, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, de bien choisir et de bien s'entourer, que ce soit dans des associations ou dans les partenaires avec lesquels tu travailles, les C'est prestats. ça. C'est vraiment important d'être bien sur la même longueur d'onde. Je sais que je vais avoir maintenant, alors c'est assez étrange, moi qui suis très, très exigeante, mais je m'autorise beaucoup plus maintenant à choisir des personnes parce que je sens que ça fit, même si a priori c'est pas les plus experts, c'est pas les plus shining, tu vois, le ROI le plus shining, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière. Que quelqu'un qui va te dire: «Ouais, non mais, c'est magnifique, enfin, tu envie d'acheter tout de suite, mais trop beau pour être vrai», ou pas le fit n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, tu sens que je passe, je perds plus de temps là-dessus effectivement. Cet entourage. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi sur l'objet shiny, tu vois? Parfois c'est dur parce que tu te dis: «Bah, telle personne a une super notoriété et donc ça me donne envie de bosser avec elle», mais moi finalement j'ai toujours pris le pas de côté où je me suis dit: «J'ai envie que ça fitte».
au niveau de la personnalité, au niveau de la façon de travailler. Parce que je sais que j'ai une façon de travailler qui est assez particulière, qui ne correspond pas à tout le monde, tu vois. Et avec mon associé, on a dû, parce que lui, il a une autre façon de travailler. On a 2 façons de travailler opposées, lui et moi. Bah, lui, c'est un ingénieur qui est très cérébral, qui prend les décisions avec prudence, avec, temps, que moi j'ai été biberonnée à l'environnement startup scale-up Mmh. et donc je suis très volasse, je suis voilà, ça va vite, je prends mes décisions rapidement, et finalement Pas moi je me facile à suivre, hein. Quand tu as voilà. des gens qui ont pas évolué dans ce monde-là, c'est C'est ça. compliqué pour eux, hein. C'est hyper compliqué, mais lui m'apporte aussi quelque chose, que j'apprécie aujourd'hui, qui est cette hauteur d'esprit, de prendre plus de temps parfois, de pas aussi se des fois je pouvais me stresser la vie parce que le truc était pas fait en 48 heures. Bah, c'est pas grave en fait, c'est pas urgent donc et donc ça j'ai énormément appris avec lui et lui a appris à être plus volasse, à être, voilà, à se dire: «Beh, voilà, je dois aussi avancer plus rapidement», et donc ça c'est hyper chouette et tu vois dans nous on travaille avec des formateurs et c'est de se dire, bah ouais, nous, on travaille pas avec le formateur le plus shiny de l'écosystème, mais par contre, bon, on bosse bien ensemble et donc ça se ils partagent aussi des valeurs qui sont en corrélation avec les nôtres et donc ça, je suis d'accord de se dire voilà, faut travailler avec des personnes avec qui on a envie de travailler. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je voulais juste te dire un autre truc, c'est l'importance d'investir. Souvent, on a envie d'être cette petite souris, et ça, je le comprends, de se garder les sous pour son salaire, pour soi. Et moi, je laisse toujours un pourcentage de chiffre d'affaires ou de salaire net à investir. Investir en soi ou investir dans des outils, investir dans un nouveau projet, Mmh. investir dans un freelance. Parce que finalement, ça me donne aussi du temps pour faire autre chose et cet investissement va me permettre potentiellement, tu vois, de faire autre chose que commenter mes posts LinkedIn, par exemple, tu vois? Ouais, je suis complètement alignée avec toi et c'est vrai que ça va aussi venir beaucoup de notre rapport à l'argent. Si tu viens du monde du corporate, ou du salariat, c'est un switch qu'il faut faire assez rapidement parce que c'est jamais perdu cet investissement. C'est t'en tires toujours quelque chose. T'en tires tout même si la formation était pas aussi, puissante que ou transformative que tu aurais aimé, si tu investis dedans et que tu es vraiment focus et commit sur ce que tu avais à faire, alors tu vas en sortir quelque chose. Un outil, un partenaire ou un freelance, même chose. Si toi tu es vraiment, commit sur ce que tu veux, aller chercher ou creuser, ça sera jamais de l'investissement perdu. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile au début. Surtout quand tu fais, entre guillemets, «des mauvais investissements». Mais en fait, avec le recul, tu vois, nous, l'année dernière, on a fait des mauvais investissements. Mais on a testé, on a tenté et on sait de se dire: «Bah, en fait, ça marche pas, c'est pas pour nous». Et donc ça, faut être OK de se dire: «Beh, parfois, je vais perdre de l'argent, mais j'ai besoin de cette étape, parce Mmh. que cette étape va me permettre d'aller à l'autre étape supérieure et de tester une nouvelle chose». Et si j'avais finalement jamais testé ça, j'aurais potentiellement jamais su que c'était pas ça qu'il fallait faire. Et donc ça, voilà, ça c'était un peu dur pour moi parce que j'ai une tendance parfois à m'en vouloir quand Mmh. je rate quelque chose. Mais ça fait partie en fait du processus de parfois voilà de rater, d'avoir des mauvais investissements et c'est ok. Ça fait partie du chemin et ça fait partie en tout cas de là où tu as envie d'aller pour ton activité, pour ton business. Donc, faut pas avoir peur d'investir, de se dire bon ben voilà, moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de tant d'argent pour vivre. Et ben ce delta, je peux me permettre de faire autre chose. Il y a une notion s'autoriser à réintroduire et travailler à réintroduire cette notion d'essai, malgré les enjeux financiers que Ah, l'entrepreneuriat tu as peut raison. générer. Mmh, Je dis bien d'essai et pas d'échec, mais ce droit à essayer quel que soit le résultat, in c'est fine. ça. Mmh. Quel que soit le résultat, et nous on a essayé, on a eu de ça a été dur l'année dernière parce qu'on a essayé beaucoup de choses et beaucoup n'ont pas fonctionné, mais finalement, bah, aujourd'hui, ça nous permet de se dire: «Bah, voilà, on se concentre. Maintenant, on a 3 tunnels d'acquisition. On sait que c'est ces 3 là qui fonctionnent parce que derrière, on a testé, on a dépensé pas mal d'argent, mais c'était essentiel pour être là aujourd'hui et de pouvoir déployer à grande échelle, en fait, notre méthodologie», tu vois?
Pour terminer, dis-moi, parce que je vois le temps qui file et merci énormément déjà pour tout ça. J'adore ce contenu qu'on est en train de partager. Je pense que c'est hyper important de s'autoriser à en parler. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a permis d'aller chercher que tu n'aurais jamais eu si tu ne t'étais pas lancé pour toi, vis-à-vis de toi-même? Juste pour répondre à cette question, j'ai envie de le dire, mais moi j'ai adoré mes années de salariat. Mais je les ai aimées, je les ai choyées, et demain je m'interdis pas, pour X ou Y raison, que je redevienne salariée. Et ça, c'est hyper important, c'est de se dire, finalement, être salarié, l'entrepreneuriat, ça fait partie d'un cycle de vie à un tel moment. Je sais pas moi, si demain je deviens maman, est-ce que, j'ai envie de devenir j'en sais rien. Je ne vais pas faire de plan, sur la comète par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai mon projet et j'en suis hyper contente et ça fonctionne très bien. Mais je m'interdis rien parce que j'ai adoré mon salariat, j'ai adoré être avec mes collègues, j'ai adoré partager des déjeuners avec eux, des soirées. Et ça, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aujourd'hui qui me manque beaucoup parce que je suis quand même quelqu'un d'assez, je suis quelqu'un d'assez introverti, mais aussi assez extraverti. J'ai un peu les deux pans, mais j'aime les autres. Tu vois, j'aime être entourée des autres. J'aime beaucoup être entourée des autres. Pour répondre à ta question, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, le salariat m'a vraiment permis d'avoir d'acquérir des compétences, de grandir professionnellement, d'avoir confiance en moi sur mes capacités, et d'avoir été entourée. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mes expériences professionnelles. Mais aussi, l'entrepreneuriat, ce que ça m'offre principalement, c'est une qualité de vie. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de vivre à côté de l'océan. Et aujourd'hui, je vis à Lisbonne. C'était très difficile pour moi de me lever tôt. Donc aujourd'hui, tu vois, tous les jours, je commence à 10h, 10h30. Et donc finalement, j'ai pu calquer une vie, et c'est un luxe. On est vraiment sur la dernière pyramide de Maslow. C'est vraiment cet épanouissement de soi. Mon seul sujet, c'est comment je peux être plus heureuse. Et j'en parlais hier avec ma femme. Hein. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, comment je peux être plus heureuse? Aujourd'hui, je te l'ai dit, ça fait 4 ans, j'ai beaucoup sacrifié ce côté social, ce cercle social qui est hyper important pour moi. Et aujourd'hui, je ressens beaucoup de solitude. Et donc, je sais que j'ai un travail à faire sur trouver mes gens ici à Lisbonne, créer mon cocon, créer des choses. Et ça, c'est un levier qui est très important pour moi et qui va me rendre plus heureuse. Et de deux, c'est aussi encore être satisfaite de mon activité avec le Temple RH. On est encore en phase de construction. Demain, si j'ai ces deux sujets qui s'alignent bien, eh ben, je serai la version la plus heureuse de moi-même. Et je trouve que l'entrepreneuriat me permet d'avoir une qualité de vie personnelle aujourd'hui, qui est génial. Je prends mes vacances quand je veux, je fais ce que je veux, voilà. Et ça me va bien dans ma personnalité, mais il y a pas que ça. Il y a quand même encore 2 enjeux, tu vois, pour moi, qui sont très importants pour atteindre ce plein potentiel de bonheur, que je cherche à avoir. C'est drôle, ton critère de succès à toi, c'est ce plein potentiel de bonheur Oui, et et c'est non pas ça. le succès pour le succès. Ah bah, c'est écoute, voilà, j'en J'adore. parlais hier Ah, j'adore. j'en j'en parlais hier avec ma femme, tu vois? Parce que, j'ai pas mal de frustration, tu vois? Et c'est accepter de vivre avec cette frustration que j'ai aujourd'hui de cette solitude, et de vouloir aussi, que le temple RH, voilà, moi je suis un peu impatiente, j'ai ce caractère-là et parfois ça me crée de la frustration et ça c'est quelque chose que jeune j'ai pas bien assimilé, gérer la frustration de peut-être jeune, j'ai eu trop tout ce que je voulais, tu vois? Et voilà, mes parents ont beaucoup de mal à me mettre de limites. Et donc, c'est apprendre à vivre. Et c'est ce que je disais, c'est comment j'arrive à accepter et à vivre avec cette frustration-là et être heureuse, en fait. Mmh. Parce que ce plein potentiel de bonheur, il va arriver, je sais pas dans combien de temps, mais entre temps, j'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'être, tu vois, j'ai C'est un envie. marathon, tu l'as Tu vois, dit toi-même, je dirais même que c'est un ultra trail, une ultra longue distance. c'est ça. Voilà, et beaucoup d'entrepreneurs disent il faut savoir apprécier le chemin. Et je trouve que ça, c'est très fort. Mais c'est hyper dur en tant qu'entrepreneur. C'est hyper, hyper dur. Donc voilà, donc ça pour moi, c'est mon gros challenge. Tu vois, c'est mon gros challenge du moment. C'est ça. Je sais, j'ai identifié mon plein potentiel de bonheur. J'ai ces 2 leviers-là et donc il faut que j'arrive, voilà, pendant le chemin, pendant la marche, pendant la course, pendant le sprint, à, aussi apprécier, la vie que je vis aujourd'hui. Génial et c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi et je les vois, hommes ou femmes,
s'oublier en cours de route. Alors que souvent, ce qui déclenche cette envie d'entreprendre, c'est ce feu sacré, c'est quelque chose qui est pas toujours très palpable ou très, comment dire? Défini, mais qui pousse vraiment à l'intérieur de toi et qui dit: «Non mais» et que tu finis par suivre et bizarrement, en cours de chemin, on s'oublie et on oublie ça. On oublie ce feu qui nous avait initialement poussé à. Merci beaucoup, c'est à la fois très beau et très pragmatique ce que tu nous as partagé aujourd'hui, donc c'est vraiment très chouette. Si tu avais un mot de la fin, je te le laisse. Ah Quel OK. serait-il? Ouais, le mot de la fin pour moi et c'est quelque chose encore que je cherche, beaucoup, c'est voilà, c'est trouver ce plein potentiel et puis voilà, mettre en action pas à pas les actions nécessaires pour arriver à ce plein potentiel de vie. Voilà, d'être, et je pense que ça c'est important. Bien communiquer aussi avec son partenaire, sa partenaire, c'est très important de aussi d'être entouré de ses proches, de ne pas les négliger et de prendre du temps de vivre, voilà, de vivre, voilà, d'aller courir, de marcher, de faire une nouvelle activité. Tu vois, maintenant, je fais du Krav Maga, tu vois, de garder un peu cette âme d'enfant que parfois on peut oublier. Oui, sous les couches de responsabilité qui Et s'accumulent. voilà, et moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine la charge mentale, en plus d'avoir des enfants, en plus d'avoir, telle ou telle, prérogative, voilà, de pas s'oublier soi Mmh. et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, ouais. Je n'ai rien à rajouter tellement Bon, j'adore. bah, parfait. Alors, mille merci Maud pour ton Je t'en temps. prie. Je vais mettre Merci. bien évidemment les liens dans les commentaires de l'épisode, à la fois vers ton profil LinkedIn et puis aussi vers le template RH. Comme Tout à ça, fait. si nos auditeurs et auditrices ont envie d'en savoir un petit peu plus, moi je vous invite, que vous soyez RH, je vous Ah, invite. tout à fait, oui, là, on est vraiment c'était sur l'entrepreneuriat et moi, c'est toujours du plaisir à papoter sur ces sujets-là parce que je suis en croissance. J'ai la chance d'avoir des proches, amis qui sont au-delà, de moi où je suis, donc c'est hyper inspirant de les voir, exploser, de les voir réussir et d'avoir en tout cas des rôles modèles. Mais moi, je suis encore dans une phase de construction. Donc, et mon objectif, c'est d'arriver là où elles sont. Mais et donc, c'est ça qui est hyper chouette, c'est aussi de partager. Et peut-être dans 5 ans, je réécouterai ce podcast, Stéphanie, je me dirais, waouh, oh, Ben, quel chemin j'ai fait. non seulement je ne demanderai pas mieux, mais en plus, moi je me dis, dans 5 ans, on en enregistre à nouveau. Ah bah, allez, vas-y, go. Encore mille merci Maude. Les liens sont dans les commentaires de l'épisode, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est très intéressant de suivre tout ce que Maude est en train de créer. Et je vous dis à très vite. Partagez cet épisode autour de vous parce que je suis certaine qu'il y a plus d'une personne qui peut se reconnaître et donc qui ça peut résonner. Donc à très vite. Au revoir. Après, Si cet épisode t'a plu, alors n'hésite pas à le commenter ou le noter sur ta plateforme préférée, ou tout simplement le faire suivre à une personne qui aurait besoin de l'entendre. Parfois, il suffit d'un micro-pas pour changer fondamentalement de point de vue. Et puis, Reset Your Mind commence à être connu. Alors j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À la semaine prochaine!